Donc bonjour à tous. Donc je suis Alessandro Fiorentino, je suis responsable de l'offre protection des données au sein du cabinet Infotep, tout ce qui touche le conseil, la formation et les outils. Je suis également responsable de l'unité d'enseignement méthodologie du DPO à Mines Télécom et de l'unité d'enseignement Privacy by Design à l'ISEP, et vice-président de la Privacitech. La Privacitech, c'est une association qui lance des initiatives pour créer des communs de la privacy. On a une initiative qui sont les privacy icons, qui sont des petits icônes qui permettent d'augmenter la transparence des conditions générales d'utilisation. Et donc, c'est open source. Vous pouvez l'utiliser. Je vous recommande, si vous êtes amené à faire des mentions d'informations ou des conditions générales d'utilisation, à les utiliser le plus souvent possible, ce qui nous permet de pousser le projet le plus loin sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler du learning analytic et des traces d'apprentissage. Donc le cabinet Infotep en 2017 a mené une étude pour la MIPNES sur un ensemble d'usages du futur pour l'enseignement supérieur. Et donc l'objectif, là je vais vous présenter l'objectif de ce projet-là, l'ensemble des dispositions mis en place. Je vais prendre l'ensemble des dispositions mises en place pour encadrer finalement ces futurs usages et la présentation du cadre de confiance qu'on a défini pour les learning analytics. Donc dans le cadre du projet avec la MIPNES, on a posé des cadres de confiance sur un grand nombre d'usages qui sont le e-portfolio accompagnant l'apprenant tout au long de la vie, la télésurveillance des étudiants, sur lequel j'avais eu l'occasion de venir en parler au CUM justement il y a 2 ans je crois. Les traces d'apprentissage, donc le sujet qu'on traite aujourd'hui, l'interfaçage avec les plateformes de certification, les coffres-forts numériques des étudiants, tout ce qui est application mobile et les fonctionnalités de géolocalisation possibles par le biais des smartphones, le vote en ligne dans les établissements, la valorisation des données collectées, les questionnaires en ligne à des fins pédagogiques et à des fins de recherche, et un système d'alerte et d'information des populations universitaires qui est décliné sur le système d'alerte de l'État, mais en cas d'attentat dans une université, vous donnez finalement tous les moyens d'avertir le plus grand nombre d'étudiants rapidement, tout en respectant la loi. Donc notre vision, la vision qu'on a portée finalement dans le cadre de ces cadres de confiance, c'est effectivement tous les usages que vous pouvez mettre en place dans le cadre d'une université. Elles doivent respecter un grand nombre d'axes qui sont effectivement le respect des libertés individuelles, la responsabilité sociétale, l'impartialité, la diffusion de l'information grâce à l'open data, accompagner l'innovation, le partage des connaissances, la protection des données personnelles, l'identité numérique des étudiants, tout ce qui est sécurité. Avec tout ce que vous mettez en place, il faut effectivement répondre à l'article 34 de la loi informatique et liberté qui consiste à garantir la sécurité des données personnelles que vous conservez dans vos systèmes d'information et la souveraineté des données. Donc du coup on a posé des cadres de confiance pour tous ces sujets-là, et donc peu importe le sujet dont on parle, en fait il y a ce qu'on appelle les règles communes à tous les cadres, et donc pour l'ensemble des services il faudra forcément respecter l'information des personnes concernées. Donc peu importe, là on est sur de learning analytic, donc bien évidemment avant d'enrôler, si je puis dire, un étudiant dans un dispositif de learning analytic, il faudra l'informer, et l'informer jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire qui va avoir accès à ces données, quelles sont les données qu'on va collecter sur lui, est-ce que ces données feront l'objet d'un transfert hors Union européenne, enfin toute la littérature RGPD si je puis dire, qui est le responsable de traitement, donc le président de l'université, et surtout s'il ne consent pas, qu'est-ce qui se passe. Il faut aussi être très clair sur s'il n'en veut pas, quelles sont les suites finalement de ce refus. Les obligations légales que vous respectez,
il faut effectivement à chaque fois vérifier que vous respectez bien, donc que j'ai une fiche de traitement pour répondre à l'article 30 du RGPD, qu'il y a une analyse d'impact relative à la protection de la vie privée pour répondre à l'article 35. Est-ce qu'on a fait un peu de privacy by design pour répondre à l'article 25? Et si on a un sous-traitant, est-ce qu'on l'a bien encadré avec l'article 28? Enfin, tous ces éléments d'obligation juridique, si je puis dire. En termes de formalité informatique et liberté, elles sont beaucoup moins importantes qu'avant. On est passé d'une logique déclarative à une logique de responsabilisation. Donc avant, on faisait des déclarations à la CNIL. Aujourd'hui, on fait plus vraiment de déclarations à la CNIL, ou alors que sur des cas bien précis. Et toutes les universités ont l'obligation, en tant qu'organisme public, d'avoir un DPO, ou un délégué à la protection des données, qui doit tenir un registre des traitements d'activité. Et donc, bien évidemment, la gestion des utilisateurs de la plateforme de learning analytique est un traitement de données à caractère personnel qui doit faire l'objet de la formalisation d'une fiche et, au vu de ce que vous faites dedans, d'une analyse d'impact sur la vie privée. En cas de transfert hors Union européenne, bien évidemment, il faudra s'assurer des garanties que le prestataire a en face. Si vous envoyez les données aux États-Unis, il faudra bien s'assurer que le prestataire il est recensé dans l'accord transatlantique qu'on appelle le Privacy Shield. Si ça se passe pas aux États-Unis, il y a des clauses contractuelles type de sous-traitance, mais tout ça, effectivement, faut l'encadrer également. On a le consentement, parce que finalement, dans tous les usages qu'on a, enfin, si je reprends un petit peu l'article 6 du RGPD, on a 6 fondements juridiques possibles avec le RGPD, qui sont effectivement l'exécution d'un contrat entre l'organisme et la personne concernée, la mission d'intérêt public, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, le respect d'une obligation légale, et au bout d'un moment, on arrive sur le consentement. Et donc, dans l'absolu, on dit que dans le domaine universitaire, le consentement est vicié. Parce que finalement, un étudiant qui va vous dire non plusieurs fois, il n'aura peut-être pas l'occasion de vous dire non une dernière fois. Mais au fond, dans tous les usages qu'on a été amené à encadrer, c'est que des usages qui sont optionnels. Finalement, vous devez assurer le fait qu'un étudiant ne souhaite pas faire l'objet du learning analytique, et il doit vraiment consentir à le faire. Ça peut pas être imposé, en fait. Il n'y a aucun fondement informatique et liberté qui vous permettrait de l'imposer. Il y en a, mais ça serait considéré comme disproportionné et du coup, ça serait requalifié. Et les mesures de sécurité. Peu importe les usages qu'on a encadrés, il y a un niveau de sécurité attendu pour répondre à l'ensemble des obligations. Donc si on rentre maintenant dans les dispositions, dans la démarche qu'on a mis en place, c'est que pour chacun de ces usages, on a défini l'objectif poursuivi par le traitement de données à caractère personnel, les données personnelles qui sont concernées, les durées de conservation du traitement, parce qu'effectivement il y a un moment où il faut que les données elles soient purgées, qu'elles soient supprimées, la prédétermination des destinataires autorisés, l'information des personnes et le respect des droits informatiques et libertés, droit d'accès, suppression, rectification, portabilité, puisque ça aussi c'est important, vu que le traitement repose sur le consentement, vous avez l'obligation de rendre portables les données de traces d'apprentissage. La portabilité, elle doit être respectée que quand le fondement du traitement repose sur le consentement et l'exécution du contrat. Et dans le cas présent, vous serez sur le consentement, donc il faudra assurer le droit à la portabilité. Non, on n'est pas dans un cadre contractuel. Alors, en fait, vous avez dit mission, donc c'est-à-dire que si votre DPO considère qu'elle assure une mission de service public en faisant du profilage sur ses étudiants, c'est pas mon interprétation. Moi, ça me paraît être un dispositif totalement disproportionné pour répondre à une mission d'intérêt public. Donc forcément, moi, je me base sur le fondement du consentement, et à partir du moment où on part sur le fondement du consentement, on se doit d'assurer la portabilité. Et en plus, ça me paraît super logique, puisque l'objectif de toutes ces traces d'apprentissage, si elles sont portables, c'est que dans l'hypothèse où mon université n'a pas permis de répondre à toutes mes attentes, je peux récupérer mes données, aller dans une start-up qui va faire du big data derrière ces traces d'apprentissage et me dire quel sera mon vrai métier de demain au vu de tout ce qu'elle a analysé.
Donc ça me paraît très logique dans le cas présent. Mais c'est vrai que tous les usages qu'on a rencontrés se basent sur le consentement. Ça ne peut pas être imposé à un étudiant d'être profilé. En France, qui dit profilage dit consentement. Mais je suis à sa disposition. C'est avec plaisir en tout cas. Et donc tout ce qui est droit des personnes, la sécurité et la confidentialité, l'encadrement des transferts hors Union européenne si nécessaire. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Hein. Si les données restent en France, c'est que du bonheur. Les mesures organisationnelles à mettre en place et les dispositifs techniques à mettre en œuvre. On a bien mangé, vous êtes tous avec moi là, parce que ça va commencer en fait. Donc, l'analyse d'apprentissage est une tendance émergente en France. La généralisation de l'outil, de l'usage de ces outils, finalement, permet de constituer des corpus de données importantes sur leur comportement. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a eu une mise à jour de ce qu'on appelle la RU 03, l'acte réglementaire unique 03, qui encadre finalement l'usage, tous les usages derrière un ENT, qui a été mise à jour dernièrement par la CNIL en 2017, si je ne m'abuse. Elle prend en compte les learning analytics, mais même si j'adore la CNIL et que j'ai beaucoup d'amis là-bas, en fait, il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est qu'effectivement, le learning analytic, qui permet d'identifier des profils décrocheurs, donc nécessite l'identification de l'étudiant. Et aujourd'hui, si vous regardez la dernière version de l'acte réglementaire unique 03, en fait, ils sont toujours sur la démarche de optimiser l'allocation des systèmes d'information pour prioriser telle application ou telle en fonction des usages. Et finalement, cette finalité ne nécessite pas l'identification claire de l'étudiant. Mais pour le décrochage, bien évidemment, il faudra l'identifier. Donc du coup, vu qu'on est passé dans une logique déclarative à une logique de responsabilisation, et qu'en plus on se base sur le consentement, on a changé de véhicule juridique, nous, dans ce cadre de confiance qu'on vous présente, afin d'assurer l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire permettre aux étudiants de conserver la maîtrise de ce qu'on fait de leurs données. C'est ça, hein, c'est le Graal en informatique et liberté, c'est l'autodétermination informationnelle. C'est permettre à la personne concernée de déterminer ce qu'on fait de ses données à chaque instant et de pouvoir enlever son consentement ou de dire oui ou non à un destinataire et pas à un autre. Et donc dans ces cas-là, on change de véhicule juridique et effectivement, on s'engage plus à respecter un acte réglementaire, mais on cadre correctement en respectant les principes du RGPD. Donc ce service, nous, on a identifié 3 grandes finalités sur les learning analytics. Donc comprendre les apprenants et optimiser les outils et les contextes dans un objectif d'amélioration de leur apprentissage et des réponses à leurs attentes. Ça, c'est un petit peu l'usage qu'on avait dans les années 2000, voire même dans les années 90 sur ce sujet. Identifier des apprenants en difficulté, identifier des pratiques d'enseignement efficaces, adapter et personnaliser les services numériques mis à disposition par l'établissement d'enseignement supérieur pour favoriser la réussite de l'étudiant. Là, on rentre dans le, entre guillemets, dans le présent, hein, si je puis dire. Enfin, dans le futur, mais en fait, c'est déjà le présent. C'est déjà ce que vous faites aujourd'hui. Donc, du coup, on identifie l'étudiant pour identifier des profils décrocheurs. Et transmettre des données à des fournisseurs de services à des fins de proposition d'offres pédagogiques adaptées, par exemple, à une start-up spécialisée en conseil en orientation. Donc en pratique, le recueil des traces d'apprentissage pour cette dernière finalité permettra un profilage à des fins prédictives en fonction des données collectées. Néanmoins, ce service n'a aucune vocation présente ou future à permettre qu'un étudiant fasse l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Parce qu'il y a aussi un droit dans le RGPD qui est le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Donc bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre un algorithme n'a pas vocation à bloquer un droit d'un étudiant ou à recaler un étudiant sans une intervention humaine. Il y a un droit qui fait que si l'algorithme prend cette décision, l'étudiant a le droit de demander à ce qu'un humain revoie le dossier, si je puis dire. Et donc la mise à disposition de ce service, finalement, il peut passer par le NT et il peut passer également par des plateformes indépendantes. Dans les deux cas, ça change rien à ce que on va dire. Donc, il y a plusieurs responsables de traitement concernés et possibles. Donc, le responsable de traitement, je le rappelle, c'est celui qui définit la finalité et les moyens. Donc, l'établissement d'enseignement supérieur pourrait mettre ça en place. Le service chargé de la mise en œuvre pourrait être amené à mettre ça en place.
les équipes pédagogiques, les services d'appui à la pédagogie numérique, les services universitaires de pédagogie et un prestataire de services tiers des établissements pourvoyeurs de services. Donc, tous ces cas-là sont possibles. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faudra juste encadrer. Si c'est un fournisseur de services tiers à l'établissement, il faudra bien sûr qu'il garantisse l'ensemble des obligations d'un sous-traitant qu'on trouve dans l'article 28, pour en clair montrer patte blanche au responsable de traitement pour lui assurer qu'il va bien mettre en place l'ensemble des mesures organisationnelles et des mesures techniques pour assurer la sécurité des données. Le fondement juridique est proposé à titre facultatif à chaque étudiant qui le souhaite, sur la base de son consentement associé à chaque finalité. Le refus de consentement de l'étudiant ne lui permet pas de bénéficier de ce service. C'est finalement le seul revers, si je puis dire, de la médaille. C'est la seule chose qui doit se passer s'il refuse, c'est qu'on ne pourra pas l'identifier s'il décroche, et on ne pourra pas utiliser ces statistiques d'usage pour optimiser le système d'information. Donc on a donc 3 finalités: le traitement et l'analyse des traces d'apprentissage des étudiants afin de comprendre les apprenants et d'optimiser les outils. La finalité 2, c'est le traitement et analyse des traces numériques des étudiants afin d'identifier des apprenants en difficulté. Et le 3, c'est la transmission des traces numériques à des fournisseurs de services, notamment à des LMS externes, qui pourraient être faits. Donc forcément, ça doit reposer sur le consentement. Le consentement, à tout moment dans le cadre de son utilisation du service, l'étudiant peut retirer son consentement pour tout ou une partie des finalités. C'est-à-dire que ce consentement, en plus, en fait, il y en a 3. C'est-à-dire que j'ai le droit de consentir à optimiser le système d'information, mais j'ai pas envie d'être profilé pour voir si je suis décrocheur ou pas. J'ai le droit de dire, moi, la performance du système d'information de l'université ne m'intéresse pas, mais par contre, j'ai bien envie de savoir si je décroche ou pas. Ou en fait, l'université, je suis en froid avec l'université, sa performance, peu importe, qui m'identifie comme décrocheur, peu importe, mais finalement, tout ce que je vais faire, j'aimerais bien l'envoyer à une start-up, pour qu'il me dise si le conseiller d'orientation m'a dit la vérité à un moment. Donc, il va falloir se mettre en faculté de recueillir le consentement pour chacune de ces 3 finalités. C'est là où ça se corse. En termes de système d'information, ça devient compliqué. Mais en tout cas, si on respecte le règlement, c'est ce qu'on doit faire. Le consentement, il est spécifique. Donc s'il est spécifique, il doit être spécifique pour chacune des finalités. En cas d'opposition, toutes les données collectées concernant cet étudiant seront automatiquement anonymisées sans aucun délai de rétention de données identifiantes. Si l'étudiant redonne son consentement a posteriori, la collecte des traces repartira à 0. Donc ça aussi, c'est pas neutre en termes de système d'information. Donc être en mesure d'anonymiser vraiment les données. Je vous rappelle que l'anonymisation, tout le monde me dit que c'est anonymisé chez lui. Et dans les faits, quand on gratte un peu, il n'y a rien d'anonymisé. Une donnée anonymisée, c'est-à-dire l'inverse d'une donnée à caractère personnel, il y a 3 notions qui ne doivent pas être possibles. L'individualisation, à partir de cet identifiant quelconque, je ne dois pas être en mesure d'identifier quelqu'un. La corrélation, si cet identifiant revient, je ne dois pas être conscient finalement que c'est la même personne. Et l'inférence. Donc je ne dois pas être en mesure de déduire des choses à partir de cet identifiant. Si je vous donne le début de mon numéro de sécurité sociale, vous saurez que je suis un garçon, né en 83, en mars, par exemple. Donc du coup, vous serez capable de déduire des choses à partir de ce numéro. Vous ferez de l'inférence. Quand j'ai l'une de ces 3 possibilités présentes, vous êtes en face d'une donnée à caractère personnel. Donc quand on dit les données doivent être anonymisées, ça sous-entend que j'ai plus d'individualisation possible, j'ai plus de corrélation possible et j'ai plus d'inférence possible. Et là, ça devient propre. Sinon, on parle de données pseudonymisées qui ne nous permet pas de sortir du cadre informatique et liberté et qui nous impose de respecter encore une fois ce RGPD. Donc les catégories de données à caractère personnel traitées par ce service sont les suivantes. Et c'est là où encore une fois ça se complique. C'est que pour la finalité 1, j'ai les données d'ouverture d'un compte ENT, plateforme, identifiant, mot de passe. Les données d'utilisation des différents services. Données de connexion, durée de connexion, nombre de connexions, nature de l'activité réalisée. Mais ça, c'est les données pour la finalité 1. C'est-à-dire que si à un moment j'enlève mon consentement sur une des finalités, je dois anonymiser que la partie des données
de la finalité concernée. Pour la finalité 2 et 3, requérant l'identification réelle de l'étudiant, les données administratives, civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, ville, INE, données en lien avec la scolarité, historique, programme actuel, filière d'origine, temps de transport, notes, diplôme, inscription, et encore une fois les données d'ouverture du compte de l'ENT. En termes de durée de conservation maintenant, les données sont conservées pour la période de formation de l'étudiant. Quand il a fini son cursus, on n'a plus de traces. Les traces d'apprentissage d'un étudiant doivent être purgées à la fin du cursus. À l'issue, je l'ai déjà dit. Les destinataires potentiels, possibles, si je puis dire, c'est effectivement le personnel enseignant, habilité à avoir accès aux données concernées dans le cadre de leur fonction, les étudiants eux-mêmes, par le biais d'un tableau de bord, via l'ENT, éventuellement, les étudiants, par le biais d'une fonction d'extraction assurant le droit à la portabilité, pour qu'ils puissent récupérer à tout instant leurs traces d'apprentissage, parce qu'ils ont le droit de récupérer leurs traces d'apprentissage et de déconsentir, si je puis dire, pour que vous n'ayez plus rien, mais que eux les conservez. Ils ont le droit de le faire. Le prestataire de services tiers, qui devra se conformer à l'article 28. Le fournisseur de services externes sous réserve du consentement de l'étudiant, si vous l'envoyez finalement sur une autre plateforme qui n'est pas du tout liée à l'ENT pour faire du profilage de ses apprentissages, c'est pareil. Et des organismes statistiques type observatoire qui, eux, effectivement, pourraient recevoir des données anonymisées. En termes de mesures et de sécurité, bien évidemment, la sensibilité des données collectées dans le cadre du service Learning Analytics doit être déterminée pour mettre en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées à ces risques. Et dans les faits, elles doivent être très élevées, hein, les mesures de sécurité sur du Learning Analytics, parce qu'on est sur des données de profilage. Donc, qui dit profilage dit phénomène de sérendipité, en fait. C'est-à-dire que vous allez potentiellement découvrir des choses qui n'étaient pas prévues, découvrir qu'il est malade, cet étudiant. Donc finalement, c'est une donnée de santé. Et le serveur, il n'est pas HDS. C'est pas un hébergement de santé. Donc du coup, vous pouvez être finalement basculé dans des méandres juridiques et techniques qui n'étaient pas prévus. D'où l'importance de mettre des mesures de sécurité adaptées à ces différents risques. Donc pourquoi ces cadres de confiance? Parce que finalement, c'est vous qui, en tant que DSI, en tant que DPO peut-être, ou de chargé d'enseignement, qui mettez en place tous ces dispositifs. Et donc vous êtes un petit peu responsable du futur visage du numérique. C'est peut-être que dans 20 ans, c'est des expérimentations que vous aurez fait sur du learning analytique qui sera généralisé parce qu'on aura vu que ça marchait bien et que c'était moins cher. Et du coup, tout ce qui fonctionne bien a vocation à être industrialisé, donc à être généralisé. Donc, pourquoi on a fait ces cadres de confiance? Parce que tous les usages qui finalement sont dans l'étude qui sera publiée sur le site Infotep fin octobre, avec l'ensemble de tous ces usages, on a eu l'accord du ministère de l'Éducation, non, c'est de l'enseignement supérieur, excusez-moi. Donc tous ces usages et tous ces cadres de confiance seront disponibles sur le site Infotep fin octobre. Là, on a les experts de la MIPNES qui sont en train de le relire pour nous valider que tout ce qu'on a écrit, c'est bien ce qu'ils ont dit. Mais dans l'absolu, ça devrait pas poser souci. Et donc, voilà, en très simple, en tout cas, j'ai essayé de rester simple. Pourquoi c'est important finalement de respecter ces cadres de confiance? Parce que c'est vraiment la suite va dépendre de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est toujours le cas, hein, que ce soit dans n'importe quel type d'usage. Donc voilà pour les learning analytics. Donc effectivement, plein de difficultés techniques en fait, parce que juridiquement c'est très simple. Hein. C'est le consentement. Il y a trois objectifs poursuivis. Et généralement, il faut pouvoir recueillir les 3 consentements et en recueillir qu'un seul s'il y a qu'un seul objectif qui intéresse l'étudiant. Mais effectivement, derrière, il faut que le système d'information suive. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, donc, un consentement par finalité, pas besoin de décliner suivant les différents systèmes d'information. J'utilise Moodle et machin chose. Hein.
est-ce que je fais un consentement pour Moodle et puis un consentement pour un autre logiciel? Tout dépend de l'architecture que vous avez. Dans l'absolu, là par contre, je suis totalement votre interprétation. Le consentement, il doit être spécifique. Donc, si vous avez plusieurs plateformes que vous agrégez, il n'y a rien qui l'empêche de dire non à Moodle et oui à l'autre, ou l'inverse. Vous savez, à mes étudiants, je leur explique, il y a une vidéo, il y a une captation vidéo, c'est pas classe ce que je vais dire, mais un traitement de données à caractère personnel, c'est comme avoir une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut le consentement. Il doit être spécifique, univoque, indubitable, etc., etc. Donc, il faut vous dire que sur chaque petite finalité, il faut un consentement. Et ce qu'on est en train de se dire, c'est valable pour les cookies. Et aujourd'hui, vous avez toutes les régies publicitaires avec tous les pop-up qu'on a dans nos applications qui sont challengés sur ce qu'ils font de nos cookies et comment ils recueillent notre consentement. Bah en fait, le consentement, il doit être spécifique, que ça soit sur les cookies ou sur le learning analytique ou sur que sais-je. Il faut que la personne, elle puisse dire oui à Dailymotion parce que c'est français et non à YouTube. Même si j'ai les deux trucs sur le site internet. Donc à chaque fois, c'est le même principe en fait. D'autres questions? J'ai une petite question sous la partie plus, enfin c'est technique, mais si on est obligé à que nos données soient, j'ai oublié les termes, transposables, enfin qu'on les prend la main portable, Oui. et ça veut dire qu'il a des formats, enfin j'ai l'impression que la loi est beaucoup plus avancée que nous du point de vue technique, parce qu'on est incapable techniquement. L'article 20 parle d'un format structuré, effectivement. Oui, n'importe lequel. Après, un JSON va très bien, un CSV va très bien, du XML va très bien. J'imagine que vous avez des plateformes qui vous permettent de faire du learning analytique. Il doit pas y en avoir 10 000. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont toujours les mêmes. Donc, il faut s'assurer quand on met en place une plateforme de learning analytique qu'effectivement, l'ensemble des traces d'apprentissage peuvent faire l'objet d'une extraction. Et si c'est pas le cas dans les plateformes existantes, il faut vraiment... Ça c'est les cas, mais c'est pas interopérable. C'est pas parce que j'ai les données que les autres sont les traités. Là, ça sera à la start-up de savoir l'interpréter. Ouais. Okay, c'est ça. Vous avez que l'obligation de l'exporter sur un format structuré. Pour l'instant, c'est ce que dit le texte. Très bien. On va remercier Alessandro Fiorentino de nous avoir fait cette présentation.